Je m'appelle Maria, et j'ai 32 ans. Le verre en cristal était froid et lourd dans ma main, un contraste saisissant avec la rage bouillonnante qui couvait juste sous ma peau. De l'autre côté de la grande table en acajou, le visage de ma sœur Sophia était un masque parfait de pitié condescendante. « Oh, Maria !» soupira-t-elle, d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Il n'y a pas de honte à ça. Admets simplement que tu es fauchée. Nous sommes une famille. Nous voulons juste que tu fasses ta part. » Son mari, Marc, hocha la tête, un sourire narquois jouant sur ses lèvres tout en faisant tournoyer son vin rouge ridiculement cher. Mon père était assis en bout de table, son expression indéchiffrable, mais son silence une chape de plomb familière, lourde de désapprobation. Il pensait m'avoir. Il pensait que c'était mon point de rupture. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'attendais ce moment, que je le planifiais. Et les deux petites étoiles scintillantes suspendues à mes lobes d'oreilles, celles qu'ils n'avaient même pas encore remarquées, étaient sur le point de réduire leur monde entier en cendres. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Vous connaissez ce sentiment quand vous courez un marathon depuis des années, mais que tout le monde dans votre vie pense que vous êtes simplement assise sur le canapé? C'était mon existence. Tout a commencé dans l'enfance, comme c'est si souvent le cas. Ma sœur Sophia était le soleil, et j'étais la petite lune silencieuse qui ne faisait que refléter sa lumière. Elle était belle, extravertie et charmante sans effort, le genre de fille que mon père pouvait fièrement exhiber. Il dirigeait une entreprise manufacturière modérément prospère et très traditionnelle, un héritage de son propre père. Tout tournait autour des choses tangibles, des poignées de main, des salles de conseil et d'une certaine respectabilité d'un autre temps. Sophia s'intégrait parfaitement dans ce monde. Moi, en revanche, j'étais une rêveuse, une lectrice, une collectionneuse de bizarreries. Mon sanctuaire était le grenier de notre grand-mère, une caverne aux trésors poussiéreuses de choses oubliées. Pendant que Sophia était au ballet, je cataloguais soigneusement de vieux boutons, lisais les cachets de la poste effacés sur des lettres des années 1940 et tombais sous le charme de la boîte à bijoux de notre grand-mère. Elle possédait quelques belles pièces, rien d'extravagant, mais chacune avait une histoire. Elle me laissait les tenir, me parlant du filigrane d'un médaillon en argent ou de la taille d'un grenat sur une bague qu'elle avait reçue pour son 21e anniversaire. C'est là que la graine a été plantée. Je ne voyais pas seulement de jolis objets, je voyais l'histoire, le savoir-faire et l'émotion, le tout capturé dans le métal et la pierre. Pour mon père, c'était futile. Pour ma mère, c'était un passe-temps mignon mais finalement inutile. Pour Sophia, c'était juste une preuve de plus que j'étais la bizarre. Ils voulaient que je sois plus comme elle, que j'aie des ambitions qu'ils pouvaient comprendre. Ils m'ont poussée vers des carrières raisonnables, comme la comptabilité ou le droit, des voies qui me semblaient aussi étrangères que de marcher sur la lune. J'ai essayé, vraiment, pour eux. J'ai obtenu un diplôme en administration des affaires, un choix sensé, et j'ai décroché un emploi dans un bureau d'entreprise stérile qui ressemblait à une prison pour mon âme. Chaque jour, assise dans mon box de bureau gris sous le bourdonnement des néons, mon esprit retournait aux motifs complexes des broches art déco et au bleu profond et velouté d'un saphir parfait. Mes performances étaient correctes, j'étais compétente, mais il n'y avait ni étincelle, ni passion. J'étais un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre, et la seule personne qui semblait le remarquer, c'était moi. La famille, bien sûr, était soulagée. Maria était enfin sur la bonne voie, faisant quelque chose de réel. Il n'avait aucune idée que chaque nuit, après mon travail abrutissant de 9 à 5, je construisais ma vraie vie. Ça a commencé petit, avec un ordinateur portable et un investissement de $50 dans un bracelet en argent terni que j'avais trouvé dans un marché aux puces. J'ai passé une semaine à faire des recherches sur son poinçon d'orfèvre, à le polir soigneusement pour lui redonner son lustre d'antan et à écrire une description détaillée et riche en histoire. Je l'ai mis en vente en ligne et il s'est vendu pour $200. C'était le sentiment le plus grisant que j'ai jamais eu. Ce n'était pas pour l'argent, c'était la validation. Quelqu'un d'autre voyait ce que je voyais. Cette petite victoire fut la première brique du mur de ma nouvelle vie, une vie que je devais construire en secret parce que je savais simplement qu'ils ne la comprendraient jamais. Ils auraient trouvé ça stupide, une perte de temps, un petit jeu pour me distraire de la recherche d'un mari. Alors, je les ai laissés croire que j'étais l'employée de bureau consciencieuse et ennuyeuse, tandis que la vraie Maria, l'entrepreneur passionnée et déterminée, naissait dans les heures tranquilles de la nuit. Mon petit passe-temps en ligne a grandi plus vite que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Les premières années ont été une corvée, vous savez. Je terminais ma journée de travail, prenais un dîner rapide dans mon petit appartement, puis je travaillais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin.
Mon monde est devenu un tourbillon de ventes de succession, de salles de vente obscures, de recherches nocturnes et de photographies minutieuses. J'ai réinvesti chaque centime que j'ai gagné. Ces $200 du bracelet sont devenus un collier de $500, qui a ensuite financé l'achat d'une petite collection de bagues de deuil victoriennes. J'ai appris tout ce que je pouvais, dévorant des livres sur la gémologie, les périodes historiques et les signatures de créateurs. Je suis devenue une experte non pas par décret, mais par pure volonté et par un travail sans fin et passionné. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Chloé. C'était une photographe que j'avais engagée pour m'aider avec des pièces particulièrement délicates. Elle avait un œil aiguisé et un esprit encore plus vif. Elle est venue à mon appartement, s'attendant à une simple séance de photos de produits, et a découvert que mon salon avait été transformé en un mini-musée et atelier. Il y avait des pièces disposées sur des draps de velours, des livres de référence empilés jusqu'au plafond, et un tour à polir de qualité professionnelle à côté de ma machine à café. Elle a jeté un coup d'œil, et au lieu d'être déconcertée, ses yeux se sont illuminés. « D'accord », a-t-elle dit. « Alors, c'est bien plus cool que ce que ton email laissait entendre. » Pour la première fois, j'ai tout raconté à quelqu'un. Je lui ai montré mes chiffres de vente, mes marges bénéficiaires, mon plan quinquennal. Elle n'était pas seulement impressionnée, elle a compris la vision. Chloé est rapidement passée de prestataire engagée à ma première véritable alliée, puis à mon associé. Elle s'occupait de l'image de marque, de la photographie, de la conception du site web, me laissant libre de me concentrer sur l'approvisionnement et l'authentification. Nous avons créé notre société, l'appelant Ethel, un vieux mot signifiant héritage et noblesse. Cela semblait juste. Notre réputation a commencé à se construire dans le monde de niche mais lucratif de la bijouterie vintage et antique haut de gamme. Nous étions connus pour nos recherches méticuleuses, nos garanties d'authenticité à toute épreuve et les histoires que nous racontions sur chaque pièce. Nous ne vendions pas seulement des bijoux, nous vendions de l'histoire. Mes revenus d'Aetel ont discrètement éclipsé mon salaire d'entreprise, puis l'ont doublé, puis triplé. J'ai quitté la prison du box de bureau gris, une décision que j'ai expliquée à ma famille comme « prendre une année sabbatique pour faire le point ». Ils ont échangé des regards inquiets, bien sûr. Sophia, en sœur toujours serviable, m'envoyait des liens vers des emplois administratifs de premier échelon. « Juste pour joindre les deux bouts, ma chérie », disait-elle de ce ton exaspérément mielleux. Les dîners de famille sont devenus une masterclass dans l'art de me mordre la langue. Ils étaient dominés par les discussions sur le dernier bonus de marque à la banque d'investissement, la nouvelle voiture allemande qu'ils avaient achetée, ou leur prochain voyage dans un complexe 5 étoiles à Bali. Ils se tournaient vers moi, assise là dans mes vêtements simples et sans marque, et me demandaient avec une préoccupation sincère, bien que déplacée. « Alors, Maria, qu'as-tu fait de beau? Toujours en train de te chercher ?» Je me contentais de sourire et de dire « Oh, vous savez, je m'occupe avec mes petits projets. » L'ironie dramatique était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Un Noël, Marc m'a acculé près de la cheminée. « Écoute, Maria, » a-t-il dit, posant une main paternaliste sur mon épaule. « Il n'y a pas de honte à admettre que tu as besoin d'un coup de pouce. J'ai un ami qui gère un centre d'appel. Ce n'est pas glamour, mais c'est un salaire stable. Je pourrais passer un coup de fil. » Je me souviens l'avoir regardé. Cet homme dont la valeur nette totale était probablement inférieure à la valeur de l'inventaire que j'avais stocké dans un coffre-fort sécurisé et climatisé, et j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. La colère viendrait plus tard. À ce moment-là, c'était juste de la pitié. Il était si aveuglé par sa propre définition étroite du succès qu'il ne pouvait pas voir ce qui était juste devant lui. J'ai poliment décliné son offre généreuse, et il a juste secoué la tête, un air de déception sur le visage, comme si j'étais une cause perdue. Il s'est éloigné, et je l'ai entendu chuchoter à Sophia. J'ai essayé. Elle n'a juste aucune ambition. C'était le récit sur lequel ils s'étaient tous mis d'accord. Maria, la petite sœur sans ambition, en difficulté, perdue. Et pour préserver la paix, et pour protéger le monde que je construisais, je les ai laissés y croire. Pendant environ 5 ans, j'ai vécu cette étrange double vie, et ça a fonctionné. D'un côté, j'étais la pauvre Maria, la sœur vieille fille discrète sans perspective de carrière qui bricolait avec ses vieilles choses poussiéreuses. De l'autre, j'étais la copropriétaire d'Aetel, une entreprise de plusieurs millions de dollars avec une clientèle mondiale de collectionneurs sérieux, de musées et même de quelques célébrités. Chloé et moi dirigeons toute l'opération depuis un bureau élégant et discret et un entrepôt de haute sécurité dans le quartier des Arts de la ville, un endroit où ma famille n'aurait jamais songé à se rendre, même en 1 million d'années. Nous avions une petite équipe d'employés de confiance, un gémologue, un historien, un expert en marketing numérique. Je parcourais le monde, assistant à des ventes aux enchères exclusives à Genève et fouillant des collections privées à Paris, tout cela sous le prétexte de
voyage en sac à dos, pour me trouver. C'était presque comique. Je pouvais négocier une affaire à 6 chiffres pour une pièce Cartier des années 1920 le matin, puis recevoir un texto de ma mère l'après-midi. « J'espère que tu t'amuses bien. Ma chérie, as-tu pensé à emporter assez de chaussettes ?» La condescendance était un bourdonnement constant et de faible intensité en arrière-plan de ma vie. Chaque réunion de famille suivait le même scénario. Sophia détaillait sa dernière virée shopping sur Rodeo Drive. Marc tenait le crachoir à propos du marché boursier, et mon père hochait la tête, rayonnant de fierté devant le succès qu'il pouvait comprendre, le succès qui était bruyant, brillant et conventionnel. Puis tous les yeux se tournaient vers moi. « Maria, tu es si silencieuse. Est-ce que tout va bien ?» demandait ma mère, sa voix empreinte d'inquiétude. « Elle va bien, maman » intervenait Sophia. « Elle est juste dans son petit monde. » Il discutait de ma situation financière comme si je n'étais même pas dans la pièce. Il parlait de mon petit appartement, de la voiture de 10 ans que je conduisais parce qu'elle était fiable et que je me fichais des symboles de statut, et de mon absence de mari pourvoyeur. C'était la mort à petit feu. Le pire n'était pas les insultes elles-mêmes, mais la conviction sincère qui les sous-tendait. Il me voyait vraiment comme un échec, un fardeau qu'il devait tolérer avec de doux soupirs et des sourires patients. Il n'avait aucune idée que mon petit appartement était un choix délibéré pour maintenir mes frais généraux bas dans les premières années, et que maintenant c'était juste un espace confortable que j'aimais. Il n'avait aucune idée que la valeur des bijoux que je portais à ces dîners, des pièces toujours subtiles et discrètes, aurait pu payer leur hypothèque plusieurs fois. J'ai choisi de ne pas les éclairer. Pourquoi ? Je me suis posé la question 1000 fois. Au début, c'était la peur. La peur de leur jugement, de leur mépris. Je protégeais ma fragile nouvelle entreprise de leur négativité. Mais à mesure qu'Ethel devenait forte et prospère, la raison a changé. C'est devenu une sorte de blague privée et ironique, une source de pouvoir tranquille. Je connaissais la vérité. Je savais que toutes leurs démonstrations de richesse et de succès étaient bâties sur la dette et le consumérisme, tandis que ma richesse était réelle, tangible et construite sur ma propre expertise et mon travail acharné. Leur pouvoir résidait dans leur jugement à mon égard. Mon pouvoir résidait dans ma connaissance d'eux. J'avais toutes les cartes en main, et je n'avais même pas besoin de montrer mon jeu. J'étais satisfaite dans mon monde secret, avec Chloé comme confidente et mon travail comme récompense. Je pensais que ça pourrait continuer comme ça pour toujours. J'avais sous-estimé leur capacité à la cruauté, et j'avais sous-estimé la fragilité du monde que mon père avait bâti. L'appel téléphonique qui a tout changé est arrivé un mardi pluvieux d'octobre. C'était ma mère, la voix tremblante d'une terreur que je n'avais jamais entendue auparavant. « Maria » sanglota-t-elle. « Il faut que tu rentres. C'est ton père. C'est l'entreprise. Tout s'effondre. » J'ai conduit les 2 heures jusqu'à la maison de mes parents, dans un état de stupeur et d'incrédulité. La maison familiale, une grande et confortable demeure qui avait toujours semblé être une forteresse de stabilité, ressemblait maintenant à un décor de tragédie. Mon père était dans son bureau, un lieu qui était habituellement son centre de commandement, rempli de l'odeur du cuir, du vieux papier et d'une autorité tranquille. Ce jour-là, il avait juste l'air petit. Il était affalé dans son grand fauteuil en cuir, fixant une pile de papier, le visage pâle et tiré. Ma mère planait près de la porte, se tordant les mains. Sophia et Marc étaient déjà là, debout au-dessus de lui comme des vautours. L'histoire est sortie en morceaux brisés et colériques. L'entreprise de mon père, qui avait été une source fiable de fierté et de revenus familiaux pendant plus de 40 ans, était au bord de l'effondrement. Il n'avait pas réussi à s'adapter. Le marché avait changé, la technologie avait évolué, mais il s'était obstinément accroché aux anciennes méthodes, croyant que la qualité et une bonne réputation suffisaient. Ce n'était pas le cas. Un nouveau concurrent, plus agile, avait cassé ses prix et volé ses plus gros clients. Il avait contracté des prêts pour couvrir les pertes, hypothéqué la maison familiale jusqu'à la garde, et maintenant, la banque réclamait ses dettes. Il faisait face à la faillite. La ruine totale. C'était une révélation choquante, terrifiante. Mon premier instinct fut une vague de sympathie pour mon père, pour l'humiliation qu'il devait ressentir. Mais cette vague fut rapidement balayée par ce qui suivit. Tous les yeux se tournèrent vers Marc. Il était le banquier, le génie de la finance, celui qui était censé savoir comment naviguer dans ces eaux dangereuses. Ma mère le regarda avec un espoir désespéré. « Marc, dit-elle, sa voix une supplique. Que pouvons-nous faire ? Tu travailles à la banque. Tu dois bien connaître quelqu'un, quelque chose. » Marc prit une gorgée délibérée du whisky qu'il s'était servi et laissa échapper un long soupir théâtral. « Éléanore, dit-il en s'adressant à ma mère par son prénom, ce qui était toujours une démonstration de pouvoir. C'est une simple question de mauvaise gestion. Franck, dit-il à mon père qui tressaillit, tu as mené cette entreprise à la ruine. Tu as été trop fier pour moderniser. Il n'y a rien à faire.
La dette est trop massive. La liquidation est la seule option. Il n'y avait aucune sympathie dans sa voix, seulement un jugement froid et brutal. Il appréciait cela, réalisai-je. Il se délectait de la chute de mon père, l'utilisant pour cimenter sa propre position de nouveau patriarche, le prospère. Sophia se tenait à ses côtés, hochant la tête en signe d'accord, son bras enlacé au sien. « Marc a raison, papa, dit-elle doucement. Tu aurais dû l'écouter il y a des années. » C'était une démonstration de cruauté stupéfiante. Ils n'étaient pas là pour aider, ils étaient là pour jubiler. Mon père sembla se recroqueviller encore plus dans son fauteuil, toute combativité disparut. L'espoir dans les yeux de ma mère s'éteignit. Et puis, comme une meute de loups se retournant contre un membre blessé, ils se tournèrent vers moi. C'est Sophia qui parla, sa voix passant soudainement d'un jugement sévère à une douceur sirupeuse et manipulatrice. « Eh bien, dit-elle, ses yeux se posant sur moi, je suppose que ce n'est pas une perte totale. Il y a une ressource inexploitée que nous n'avons pas considérée. » Je savais, avec un sentiment de malaise dans l'estomac, exactement ce qu'elle allait dire. « Maria, continua-t-elle, un sourire éclatant et faux sur le visage. Toutes ces choses que tu as collectionnées, ton petit passe-temps, tu as toujours dit que certaines avaient de la valeur. Il est temps de les vendre, toutes, pour la famille. » Le silence dans le bureau était lourd du poids de ses paroles. Les vendre, toutes les vendre. Il ne me demandait pas, il me l'ordonnait. Marc intervint, se penchant en arrière avec un air de leadership magnanime, comme s'il venait de résoudre toute la crise. « Sophia a raison, c'est la solution parfaite. Tu ne t'en sers pas, Maria. Ça prend juste la poussière dans ton appartement. Sois réaliste. Combien cela pourrait-il valoir? 10, peu, être 20 000 $? Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Ça montrerait à ton père que tu t'en soucies. 10 ou 20 000 $. L'ignorance pure et stupéfiante de cette déclaration me fit presque rire. Mon inventaire actuel, stocké dans le coffre-fort, valait bien plus de 7 chiffres, et cela n'incluait même pas ma collection personnelle ou les actifs liquides de l'entreprise. Il regardait une montagne d'or et y voyait une taupinière de babioles sentimentales. Il voyait l'œuvre de ma vie, le point culminant d'une décennie de passion et d'expertise, comme une tirelire à briser pour leur convenance. « Il est temps que tu prennes tes responsabilités et que tu contribues pour une fois dans ta vie, » ajouta Sophia, sa voix se durcissant. « Marc et moi avons nos propres obligations financières. On ne peut pas s'attendre à ce que nous sauvions tout le monde. Toi, en revanche, tu n'as aucune responsabilité. Pas de mari, pas d'enfant, pas de vraie carrière. C'est le moins que tu puisses faire. » C'en était trop. C'était la goutte d'eau, le moins que je puisse faire. Toutes ces années de tolérance silencieuse, à me mordre la langue, à laisser leurs insultes glisser sur moi, tout s'est évaporé en cet instant unique et brûlant. Ils m'avaient finalement poussé, au-delà du point de résistance passive. Mon père, l'homme dont j'avais si longtemps convoité l'approbation, ne dit rien. Il ne me défendit pas. Il ne corrigea pas leur évaluation follement inexacte de ma vie ou de mon travail. Il resta simplement assis là, vaincu, et son silence fut la plus bruyante des trahisons. Il était prêt à les laisser me sacrifier, ma passion, mon entreprise, ce qu'il pensait être mon petit tas de babioles pour se sauver lui-même. Je regardais le visage suffisant de ma sœur, le sourire arrogant de mon beau-frère, et le silence pathétique de mon père, et quelque chose en moi changea. La partie de moi qui avait toujours espéré leur amour et leur respect est tout simplement morte. Elle s'est flétrie et à sa place, quelque chose de froid, de dur et de clair a commencé à grandir. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai juste ressenti une clarté profonde et soudaine. Ils ne me verraient jamais, ils ne me valoriseraient jamais. Et j'en avais fini d'essayer de les y forcer. Je me suis levée. « Vous avez raison, dis-je, ma voix étonnamment calme et égale. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Je dois y aller et évaluer ce que j'ai. Je vous ferai savoir ce que je décide. » Le visage de Sophia s'illumina d'un sourire triomphant. Marc m'adressa un signe de tête condescendant. Il pensait avoir gagné. Il pensait que la douce et docile Maria allait enfin faire ce qu'on lui disait. Je suis sortie de cette maison, suis montée dans ma voiture de 10 ans et je suis partie. Mais je n'allais pas à mon appartement pour fouiller dans des boîtes à bijoux. J'allais à mon bureau. J'ai appelé Chloé en chemin. « Changement de plan », dis-je, la voix ferme. « On avance le calendrier pour l'acquisition des Starlight et appelle notre avocat. Je veux créer une nouvelle société, écran d'ici la fin de la semaine. J'ai une idée. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil, puis la voix de Chloé, basse et excitée. « Oh, ça va être bon, » dit-elle. « Ils l'ont enfin fait, n'est-ce pas ? Ils ont fini par réveiller l'ours qui dormait. »« Oui, répondis-je.
un lent sourire froid se dessinant sur mon visage. Et maintenant, l'ours va mettre le feu à toute la forêt. Les boucles d'oreilles Starlight n'étaient pas seulement un bijou, elles étaient une légende dans mon domaine. C'était une paire de boucles d'oreilles, art déco à couper le souffle, fabriquée dans les années 1930 par un maître joaillier à Paris, arborant 2 saphirs bleu-bleu impeccables entourés d'une gerbe de diamants taillés pour ressembler à une explosion d'étoiles. Leur provenance était irréprochable, ayant appartenu à une célèbre actrice de l'âge d'or d'Hollywood nommée Isabella Vance. Ce qui les rendait particulièrement significatives, cependant, était un lien personnel. Isabella Vance était l'idole de toujours de ma mère. En grandissant, ma mère avait des affiches d'elle sur les murs. Elle regardait tous ses vieux films, lisait toutes les biographies. Pour ma mère, Isabella Vance représentait le summum de la grâce, du glamour et de l'élégance. Et les boucles d'oreilles Starlight étaient son accessoire le plus célèbre, celle qu'elle portait aux Oscars l'année où elle a remporté son unique statuette. Pendant des années, on a cru les boucles d'oreilles perdues, ayant disparu de la vue du public après la mort de Vance dans les années 1980. Mais j'avais une piste. Grâce à un réseau de contacts que j'avais minutieusement cultivé au fil des ans, je les avais retracés jusqu'à la collection privée d'un baron âgé en Suisse. Il cherchait discrètement un acheteur, quelqu'un qui comprendrait leur importance historique et ne les démantèlerait pas simplement pour les pierres. Pendant des mois, j'avais mené de délicates négociations avec lui. Le prix était astronomique, la plus grande acquisition qu'Ethel ait jamais envisagée. C'était un risque, mais un risque calculé. Les boucles d'oreilles étaient une pièce de type Saint Graal, et les posséder catapulterait notre entreprise dans la stratosphère. Chloé et moi avions prévu de faire l'achat au cours du prochain exercice fiscal. Mais après cette réunion de famille désastreuse, le calendrier a changé. Elles n'étaient plus seulement un investissement commercial. Elles allaient être ma déclaration d'indépendance. Elles étaient le symbole parfait. Une pièce que ma mère vénérait, représentant un monde de glamour que ma sœur essayait désespérément d'imiter, avec une valeur qui briserait leur perception de moi et de mon petit passe-temps en 1 million de morceaux. Le lendemain de l'intervention familiale, j'ai viré la totalité du montant à la banque du baron à Zurich. C'était une somme qui aurait non seulement sauvé l'entreprise de mon père, mais aurait pu l'acheter 10 fois. L'ironie était délicieuse. Chloé, en partenaire toujours brillante, s'est occupée de la logistique. Les boucles d'oreilles ont été transportées par un coursier de haute sécurité, assuré pour une valeur qui me faisait monter les larmes aux yeux, et livrées directement à notre coffre-fort. Quand je les ai enfin tenues dans mes mains, ce fut un moment profond. Elles étaient plus belles que n'importe quelle photographie ne pouvait le capturer. Les saphirs semblaient briller de l'intérieur, et les diamants scintillaient d'un feu froid et éclatant. J'ai senti leur histoire, leur pouvoir. Elles étaient mon arme secrète. Pendant ce temps, je jouais le rôle de la fille dévouée et réfléchie. J'envoyais à ma mère des textos vagues et apaisants. Je suis toujours en train de trier mes affaires, c'est beaucoup à digérer. Je laissais les appels de mon père aller sur la messagerie vocale. Sophia m'envoyait des petits messages encourageants, qui n'étaient en réalité que des demandes à peine voilées d'un rapport de situation. Je pense à toi. J'espère que tu réalises ce qui est important. La famille d'abord. Je répondais par un simple pouce levé, sans m'engager. Ils étaient si confiants, si sûrs de ma docilité, qu'ils me laissaient complètement tranquille. Ils pensaient que j'étais dans mon appartement, pleurant sur de vieilles babioles, luttant avec la décision de m'en séparer. En réalité, j'étais dans une salle de conseil avec mon avocat, Michael. Michael était un requin, le meilleur avocat d'affaires de la ville. Il était vif, scrupuleux et entièrement dévoué aux intérêts de ses clients. Je l'avais sous contrat pour Ethel, et il valait chaque centime. Alors, si je comprends bien, dit-il, se penchant en arrière dans son fauteuil après que je lui ai expliqué la situation. Votre famille, qui vous croit sans le sou, a exigé que vous liquidiez vos biens personnels pour renflouer l'entreprise en faillite de votre père. Pendant ce temps, votre véritable entreprise, dont ils ignorent tout, est suffisamment prospère pour racheter l'entreprise de votre père sans sourciller. Et maintenant vous voulez que je crée une société holding écran, pourquoi, exactement? Il avait une lueur dans les yeux. Il appréciait cela. Je veux être prête, dis-je. Mon père va devoir déclarer faillite. C'est inévitable, comme l'a dit Marc. Quand cela arrivera, ses actifs seront mis aux enchères. Les machines, les listes de clients, l'immobilier. Je veux être en position de les acquérir. Pour le sauver, demanda Michael, en haussant un sourcil. Non, dis-je, la voix froide, pour les posséder. Je veux les acheter pour une bouchée de pain, ce qui sera leur valeur dans une vente de faillite. Je veux le faire anonymement par le biais de la société holding. Et ensuite, je veux reconstruire l'entreprise pour en faire quelque chose de prospère, de moderne. Selon mes propres termes,
Michael resta silencieux un moment, un lent sourire se dessinant sur son visage. « Maria, dit-il, j'ai représenté certains des hommes et femmes d'affaires les plus impitoyables de cette ville pendant 20 ans. Et ceci est le plan le plus magnifiquement impitoyable et poétique que j'ai jamais eu le plaisir d'accompagner. Mettons-nous au travail. » Les semaines qui suivirent furent une masterclass en matière de tromperie, et je me découvris un talent caché pour cela. En surface, j'étais l'image d'une femme en crise silencieuse. Je suis passée une fois chez mes parents, vêtue d'un vieux pull et sans maquillage, mon visage un masque soigneusement construit de contemplation inquiète. Je leur ai dit que j'avais du mal à me séparer de mes objets sentimentaux, mais que je comprenais la gravité de la situation. Ma mère m'a tapoté la main, les yeux pleins de pitié. « Je sais que c'est difficile, ma chérie, » a-t-elle dit. « Mais c'est la bonne chose à faire. » Mon père a juste grogné, incapable de me regarder dans les yeux. Tout n'était que performance. Quelques heures après cette visite, j'étais en conférence téléphonique avec une équipe d'analystes financiers, examinant les rapports trimestriels d'Aetel. Nous étions en passe de connaître notre meilleure année. L'acquisition des boucles d'oreilles Starlight avait déjà suscité un énorme buzz dans les bons cercles. Un grand musée nous avait discrètement approchés pour un prêt potentiel en vue d'une future exposition, une démarche qui augmenterait leur valeur et le prestige de notre entreprise de façon exponentielle. Pendant ce temps, ma nouvelle société holding, que Michael avait malicieusement nommée Phoenix Holdings, était officiellement enregistrée et financée. Nous étions prêtes et en position pour l'effondrement inévitable de l'empire de mon père. La discussion de groupe familial était une source d'humour noir et ironique. Sophia postait des photos de son nouveau sac à main de créateur ou d'un dîner chic qu'elle et Marc prenaient, suivi d'un message passif-agressif du type « J'espère que tout le monde va bien », clairement adressé à moi. Mes tantes et oncles, les complices, répondaient avec des émojis en forme de cœur, complètement inconscients du drame qui se jouait. Ils étaient tous si absorbés par la performance de leur propre vie qu'ils ne pouvaient pas voir la vérité. Ils voyaient Sophia et Marc comme le couple stable et réussi, le couple de pouvoir auquel aspiraient. Ils voyaient mon père comme une figure tragique, un roi déchu, et ils me voyaient comme une note de bas de page, un personnage mineur avec un petit rôle à jouer dans le grand drame familial. C'était la couverture parfaite. Le gala de charité annuel de la famille était le point culminant traditionnel du calendrier social de ma famille. C'était un événement que l'entreprise de mon père sponsorisait depuis des années, tenu dans un country club guindé. Cette année, malgré la catastrophe imminente de l'entreprise, mon père insista pour qu'il ait lieu. C'était une question de fierté, de sauver les apparences jusqu'au tout dernier moment. C'était, réalisai-je, la scène parfaite pour ma révélation. L'invitation arriva, épaisse et couleur crème, avec une police cursive élégante. Elle ressemblait à une convocation. J'ai appelé Chloé. « C'est l'heure, dis-je. Le gala est dans 2 semaines. Es-tu prête pour ça ?» demanda-t-elle, sa voix un mélange d'excitation et d'inquiétude. « Ils ne vont pas bien le prendre. »« Qu'ils le prennent bien n'est pas la question, » répondis-je, en regardant la petite boîte en velours qui se trouvait maintenant dans mon coffre-fort personnel. À l'intérieur, les boucles d'oreilles Starlight semblaient vibrer d'une énergie latente. La question, c'est la vérité. Ils ont écrit mon histoire pour moi toute ma vie. Il est temps que je prenne la plume et que j'écrive ma propre fin. Le plan était simple, mais dévastateur. Je n'allais pas simplement me présenter et annoncer mon succès. Ce serait trop facile, trop grossier. Je les laisserais mener la danse, je les laisserais jouer leur vieux scénario éculé une dernière fois. Je les laisserais me pousser, se moquer de moi et m'humilier publiquement. Je les laisserais construire le piédestal de leur propre arrogance aussi haut que possible. Et puis, avec quelques mots calmes et un accessoire de mode impossible à ignorer, je le ferais basculer dessous leurs pieds. Pendant 2 semaines, je me suis préparée pour la bataille. J'ai choisi mon armure avec soin, une robe de soie noire, simple et élégante, d'un créateur si exclusif que je savais qu'il ne reconnaîtrait pas le nom, mais qu'il l'enregistrerait simplement comme classique. Elle était conçue pour être une toile pour les boucles d'oreilles. Je les ai fait nettoyer et vérifier par des professionnels. J'ai demandé à Michael de rédiger un résumé d'une page des actifs de Phoenix Holdings et de son statut juridique, un document que je prévoyais de garder dans ma pochette. Le soir du gala, je ressentis un étrange sentiment de calme. Les années de colère, de frustration et de blessure s'étaient cristallisées en un seul point de résolution, dur comme le diamant. Je n'étais plus la victime passive de leur histoire. J'étais la protagoniste de la mienne, et le point culminant était sur le point de commencer. J'arrivais délibérément en retard au country club. Le hall principal bourdonnait déjà du faible murmure des conversations polies et du tintement des coupes de champagne. C'était une mer de visages familiers, des associés de mon père, de vieux amis de la famille, mes diverses tantes, oncles et cousins, les complices.
Ils arboraient tous des expressions de sympathie soigneusement étudiées lorsqu'ils regardaient mon père, qui se tenait près de l'entrée, ressemblant à un fantôme dans son propre smoking. Je pris une profonde inspiration et entrai. Quelques personnes me firent un signe de tête, leurs yeux balayant rapidement ma robe simple avant de me rejeter. J'étais, comme toujours, invisible. J'aperçus ma famille tenant le crachoir, près du grand escalier. Sophia portait une robe rouge vif criarde, couverte de paillettes, qui hurlait « Regardez-moi ». Marc était à ses côtés, riant bruyamment de quelque chose qu'un de mes oncles avait dit. Ma mère s'agitait nerveusement, ajustant le nœud papillon de mon père, essayant de maintenir la façade de la normalité. Je me dirigeai vers eux, une flûte de champagne à la main. « Maria, tu es venue » dit ma mère, son soulagement palpable. Elle pensait que ma présence signifiait que j'avais repris mes esprits, que j'étais d'accord avec le plan de vendre mes affaires. Sophia se tourna et me toisa de la tête aux pieds. Ses yeux, entraînés à reconnaître les marques et les étiquettes de prix, ne virent rien de valeur sur moi. « C'est une robe. »« Simple Maria, » dit-elle, avec la plus légère pointe de mépris dans la voix. « Très-toi. »« Merci, Sophia, » dis-je en souriant doucement. « Tu as l'air très éclatante. » Son sourire vacilla une seconde. Ils ne remarquèrent pas les boucles d'oreilles. Pas encore. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon chic, mais j'avais délibérément laissé quelques mèches souples pour les dissimuler partiellement. La révélation devait être parfaitement synchronisée. Pendant la première heure, je n'ai fait qu'observer et écouter. J'étais une observatrice silencieuse à ma propre exécution. J'ai entendu les chuchotements. « Pauvre Franck, il a tellement maigri. Tu as entendu? L'entreprise est finie. Au moins, il a Sophia et Marc sur qui s'appuyer. Ils s'en sortent si bien. » Marc était dans son élément, pontifiant sur l'économie et donnant des conseils financiers non sollicités et terribles à quiconque voulait bien l'écouter. Il parlait de l'échec de l'entreprise de mon père, avec une cruauté détachée et analytique qui me retournait l'estomac. Il se positionnait comme le sage successeur, celui qui avait tout vu venir. Sophia, quant à elle, jouait son rôle de fille glamour et réussie. Elle parlait de leur récent voyage à Milan, de la nouvelle aile qu'ils ajoutaient à leur maison et de l'école maternelle exclusive où ils avaient inscrit leur fils. C'était une symphonie d'arrogance, jouée pour un public de complices qui hochaient la tête et souriaient, affirmant leur vision du monde. Personne ne me parlait, sauf pour me demander si je voulais un autre verre. J'étais un meuble, un témoin silencieux de leur drame, et je les ai laissés faire. Je les ai laissés creuser leur propre tombe avec des pelles en or. Le moment que j'attendais est arrivé pendant le dîner. Nous étions tous assis à une grande table ronde au centre de la salle. Mes parents, Sophia et Marc, et quelques-uns des plus anciens et fidèles amis de mon père, qui le regardaient maintenant avec des yeux pleins de pitié. La conversation s'est inévitablement tournée vers l'avenir, ou plutôt l'absence d'avenir pour l'entreprise de mon père. C'est alors que Sophia a fait son coup. Elle a posé sa main sur mon bras, son visage un masque d'inquiétude fraternelle, et a élevé la voix pour que toute la table puisse l'entendre. « Sur une note plus joyeuse, » annonça-t-elle, Maria a beaucoup réfléchi. Elle a finalement décidé de jouer collectif. Elle va vendre sa collection de babioles pour aider papa. Toutes les têtes d'Adèle se tournèrent vers moi. Une vague de murmures parcourut le groupe. « Oh, c'est si merveilleux de ta part, Maria. Quelle bonne fille. » Il me félicitait d'avoir accepté ma propre immolation. Marc se pencha en avant, un air de satisfaction suffisant sur le visage. « C'est la bonne décision, » déclara-t-il à la table. « Dans cette économie, on ne peut pas se permettre d'être sentimental. Le cash est roi. » Il me regarda alors directement. « Alors, tu as déjà fait expertiser quelque chose ? Je suis curieux de savoir ce que valent vraiment ces cochonneries. Ne te fais pas trop d'illusions. C'était le moment de condescendance maximale. La scène publique était prête. Je pris une lente et délibérée gorgée d'eau, posant doucement le verre sur la nappe en lin blanc. Je regardais Marc, puis Sophia, dont les yeux brillaient de triomphe. Je laissai le silence planer dans l'air une seconde de trop, les faisant tous se pencher un peu plus. « En fait, j'ai fait expertiser quelques pièces récemment, dis-je, ma voix calme et claire. » Elle trancha le faible brouhaha de la salle. C'est un processus fascinant, vraiment. On apprend tellement de choses. Sophia roula des yeux, prête à m'interrompre, mais je continuais, ma voix prenant une nouvelle note d'autorité. On apprend que les apparences peuvent être trompeuses. On apprend que quelque chose qui ressemble à une simple babiole, pour un œil non averti peut, en fait, avoir une histoire, un passé, qui lui confère une valeur incroyable. Je tournai alors légèrement la tête, glissant une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille, un geste simple et calculé conçu pour une seule chose, révéler entièrement la boucle d'oreille Starlight. Pendant une seconde, rien ne se passa. La lumière dans la salle à manger était tamisée, et ils furent, comme je le savais, lents à enregistrer ce qu'ils voyaient.
C'est ma mère qui les vit en premier. Sa main vola à sa bouche, et un petit hoquet étranglé s'échappa de ses lèvres. Ses yeux étaient écarquillés, fixés sur le lobe de mon oreille. « Isabelle avance », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Les boucles d'oreilles Starlight ». Sophia fronça les sourcils, confuse. « De quoi tu parles, maman ? Ne sois pas ridicule. Ce sont juste des faux brillants que Maria a probablement dénichés dans un marché aux puces. »« Vraiment ?» demandai-je, ma voix toujours légère, conversationnelle. Je regardais directement ma mère. « Tu devrais le savoir mieux que quiconque, maman. Tu as vu les photographies 1000 fois. Dis-moi, est-ce qu'elles ont l'air fausses, à ton avis ?» Ma mère ne pouvait pas parler. Elle était pâle, son esprit luttant visiblement pour relier les bijoux mondialement célèbres et inestimables de son idole à sa fille, fauchée, Maria. Mon père me fixait maintenant, un profond sillon sur le front. Il ne comprenait pas la signification historique, mais il comprenait la réaction de sa femme. Il savait que quelque chose se passait qui dépassait son entendement. Marc, toujours cynique, ricana bruyamment. « Oh, allons, c'est absurde. Tu t'attends à ce qu'on croie que tu portes les vraies boucles d'oreilles Starlight ? Tu sais ce que ça vaudrait ? Des millions. C'est une tentative pathétique pour attirer l'attention, Maria. »« Tu as raison sur une chose, Marc, dis-je, laissant enfin le ton froid et dur percer dans ma voix. Elles valent des millions, 7,2 millions, pour être précis. C'était le prix de vente, je devrais le savoir. J'étais l'acheteuse. » Le bruit d'une fourchette tombant sur une assiette fut le seul son à la table. C'était celle de Marc. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, la suffisance effacée de son visage, remplacée par un masque d'incrédulité stupéfaite et hébétée. Sophia me fixait, les yeux écarquillés d'un mélange de choc et d'horreur naissante. C'était comme regarder un ordinateur essayer de traiter une commande qu'il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Maria l'a fauché. Babiole de marché aux puces, 7,2 millions de dollars. Les concepts refusaient de coexister dans son cerveau. « Tu mens », balbutia-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. C'était un petit couinement désespéré. « Tu ne peux pas être une acheteuse ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'as pas de travail. »« Oh, mais si, j'ai un travail, Sophia, » dis-je, me penchant légèrement en avant, m'assurant d'avoir toute l'attention de la table. « J'ai une carrière, en fait. Une carrière très réussie. Pendant la dernière décennie, alors que vous pensiez tous que je me cherchais, je bâtissais une entreprise. Elle s'appelle Ethel. Nous sommes l'un des principaux négociants mondiaux de bijoux anciens authentifiés et de haute provenance. Nous avons des clients à New York, Londres, Hong Kong. Nous conseillons des musées. Nous collaborons avec les plus grandes maisons de vente aux enchères. Les boucles d'oreilles Starlight étaient une acquisition récente pour notre collection de prestige. Je laissais cela infuser. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête, le remaniement frénétique d'une décennie d'hypothèses. Je vis les visages des amis de mon père, leur pitié pour lui se mêlant désormais à une nouvelle et intense curiosité à mon égard. « Mon petit passe-temps, comme tu l'as si charmamment appelé, Sophia, » continuai-je, mon regard se posant sur le sien, a généré un bénéfice net d'un peu plus de 3 millions de dollars l'année dernière. Et cette année, après que la presse sur l'acquisition des Starlight sera rendue publique, nous prévoyons de doubler ce chiffre. Alors, tu vois, j'expertise des choses depuis très longtemps. Je suis assez douée pour ça. Je sais ce que les choses valent. Je tournai alors mon attention vers mon père. Il avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Le choc sur son visage était absolu. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la prise de conscience de l'ampleur de son ignorance. Il avait une fille qui était une experte de classe mondiale, une sommité dans son domaine, et il l'avait traitée comme une enfant qui avait besoin d'un coup de main. « Tu m'as demandé de vendre mes affaires pour aider la famille ?» lui dis-je, ma voix s'adoucissant légèrement, mais sans perdre de sa fermeté. « Tu es resté là pendant qu'il me traitait d'échec et exigeait que je sacrifie l'œuvre de ma vie que vous supposiez tous sans valeur. Vous vouliez 10 ou 20 000 dollars pour boucher un trou dans un navire qui coule. » Je sortis de ma petite pochette une seule feuille de papier pliée. C'était le document que Michael avait préparé. Je l'ai lissé sur la table. Ceci est un résumé des actifs d'une société holding que je possède. Elle s'appelle Phoenix Holdings. Comme vous pouvez le voir, ces actifs liquides actuels sont plus que suffisants pour avoir sauvé ton entreprise, papa. J'aurais pu te faire un chèque et résoudre tous tes problèmes il y a des semaines. Ma mère laissa échapper un sanglot. Sophia avait l'air d'aller vomir. Mon père se contenta de fixer le papier, les mains tremblantes. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» murmura-t-il, la voix rauque. C'était la question que j'attendais, la raison même de ce théâtre élaboré et douloureux. « Parce que, dis-je, en regardant chaque visage stupéfait autour de la table, vous n'avez pas demandé mon aide, vous avez exigé mon sacrifice.
Vous n'avez pas vu une fille qui a réussi et qui aurait pu être votre partenaire. Vous avez vu une fille qui a échoué et qui pouvait être votre bouc émissaire. Vous vouliez casser ma tirelire, pas investir dans mon expertise. Et il y a une très, très grande différence. Les retombées de cette déclaration furent instantanées et chaotiques. Ma mère se mit à pleurer ouvertement, marmonnant « Je ne savais pas, je n'avais aucune idée, encore et encore ». Sophia, ayant enfin redémarré après son choc initial, retrouva sa voix, et elle était remplie d'une rage pure et non diluée. « Tu es un monstre !» hurla-t-elle, pointant vers moi un doigt tremblant couvert de paillettes. « Un monstre ! Tu es restée assise à nous regarder tout souffrir, à regarder papa tout perdre, alors que tu aurais pu aider. Tu as fait ça exprès. C'est un jeu malade et tordu pour toi. » Son éclat de voix fut si fort qu'il fit taire les tables voisines. Les gens nous regardaient maintenant ouvertement. L'humiliation publique qu'elle m'avait destinée lui revenait en boomerang avec une force spectaculaire. « Un jeu ?» répondis-je, ma voix dangereusement calme. « Était-ce un jeu, Sophia, quand tu m'envoyais des offres d'emploi pour des centres d'appel ? Était-ce un jeu quand toi et Marc passiez chaque dîner de famille des 5 dernières années à me rappeler à quel point j'étais un échec pathétique ? Non, c'était votre réalité. Vous y croyez. La seule chose que j'ai faite ce soir, c'est de vous montrer la vraie réalité. » Je me tournai vers Marc. Son visage était cendré. Le banquier confiant et fanfaron avait disparu, remplacé par un homme qui avait l'air de venir de voir tout son portefeuille anéanti. C'était un homme de chiffres. Il comprenait ce que signifiait 7,2 millions de dollars. Il comprenait ce que signifiait un profit annuel de 3 millions de dollars. Plus important encore, il comprenait à quel point il avait spectaculairement mal calculé. Il avait misé sur le mauvais cheval. Il s'était aligné avec la partie bruyante, tape, l'œil, mais finalement creuse de la famille, tout en manquant complètement la source silencieuse et discrète du vrai pouvoir et de la vraie richesse. Ses yeux passaient de moi au papier sur la table, à mon père, puis de nouveau à moi. Il réévaluait tout, son esprit courant sans aucun doute avec les implications. « Tu dois nous aider, Maria », plaida ma mère, tendant la main à travers la table pour saisir la mienne. Son contact me parut étranger. « C'est ton père, c'est ta famille. Tu ne peux pas laisser son héritage être détruit. » Je retirai doucement ma main. Son héritage ? Son héritage a été construit sur l'orgueil et le refus de changer. Son héritage a été de laisser sa propre fille être maltraitée émotionnellement par sa sœur sous son propre toit pendant des années. Son héritage a été d'être si aveuglé par sa propre vision étroite du monde qu'il ne pouvait pas voir la réussite qui était assise à sa propre table. Est-ce un héritage qui mérite d'être détruit pour que quelque chose de nouveau puisse être construit à sa place? C'était la chose la plus cruelle que j'ai jamais dite, et c'était aussi la plus honnête. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et irrévocables. Mon père tressaillit comme si je l'avais frappé physiquement. Il leva enfin les yeux vers moi, et pour la première fois de ma vie, je vis autre chose que de la déception ou une fierté détachée dans ses yeux. Je vis de la peur. Il avait peur de moi. Il comprit enfin que la fille silencieuse et docile qu'il avait toujours ignorée avait disparu, et à sa place se trouvait une étrangère, une femme avec un pouvoir, et des ressources qu'il ne pouvait pas comprendre, et une volonté qu'il avait fatalement sous-estimée. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-il dire ? Désolé ? C'était un mot qui arrivait avec une décennie de retard et plusieurs millions de dollars en moins. Le spectacle était terminé. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Je me levai, mes mouvements lents et délibérés. Je pris ma pochette, laissant le résumé d'une page de mes actifs au milieu de la table comme une déclaration de guerre. « Merci à tous pour cette soirée mémorable », dis-je à la table en général. Ça a été instructif. Je me tournai et m'éloignai, sans regarder en arrière. Je pouvais sentir tous les yeux de la salle sur moi, mais pour la première fois, je m'en fichais. Leur jugement n'avait plus de sens maintenant. C'était une monnaie qui avait perdu toute sa valeur. En franchissant les grandes portes du country club et en sortant dans l'air frais de la nuit, je ne me sentis ni triomphante ni joyeuse. Je me sentis juste calme. La rage s'était consumée, laissant derrière elle un espace propre et vide. J'avais enfin fermé la porte sur une partie de ma vie qui m'avait causé tant de douleur. J'étais libre. Les jours qui suivirent immédiatement le gala furent un flot de silence et de communications frénétiques et sans réponse. Mon téléphone vibrait sous un barrage incessant d'appels et de textos de ma mère, chacun plus désespéré que le précédent. Ils allaient de la supplication « Maria, s'il te plaît, on peut en parler », à la culpabilisation « Ton père ne mange plus, il se rend malade d'inquiétude », en passant par l'exigence pure et simple. « Tu dois une explication à cette famille. » Je les ai tous ignorés. J'avais déjà donné mon explication. C'est juste qu'ils n'avaient pas écouté au cours des 10 dernières années.
Sophia essaya une autre tactique. Elle m'envoya un long email décousu qui était un cocktail bizarre d'excuses et d'accusations. Il commençait par un tiède « Je suis désolée si mes mots t'ont blessé », ce qui est, comme vous le savez, la non-excuse classique. Il a ensuite rapidement basculé sur la façon dont je les avais trompés, à quel point j'avais été arrogante et cruelle, et comment j'avais une obligation morale d'utiliser ma « bonne fortune » pour réparer le gâchis. Elle a même eu l'audace de suggérer que mon succès n'était probablement qu'un coup de chance et que je devrais être reconnaissante envers la famille de m'avoir gardée humble toutes ces années. Je l'ai lu, me suis émerveillée devant le narcissisme pur et absolu, puis je l'ai supprimé sans répondre. Marc, le grand génie de la finance, était remarquablement silencieux. J'ai appris par le bouche, à oreille familiale, un cousin éloigné qui avait toujours été gentil avec moi, que lui et Sophia se disputaient constamment. Ma révélation avait apparemment jeté une grenade dans leur vie soigneusement construite. Le statut de Marc était bâti sur le fait d'être l'homme le plus riche et le plus prospère de la famille. Il était celui vers qui tous se tournaient pour obtenir des conseils. Mon succès silencieux et caché n'éclipsait pas seulement le sien. Il le tournait en ridicule. Toute son identité au sein de la structure familiale avait été fondée sur mon échec. Sans la pauvre Maria à mépriser, sa propre position semblait soudainement précaire. Mais le silence le plus profond venait de mon père. Il n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de texto. Il n'a pas envoyé d'email. Il a juste disparu dans sa honte. Une semaine après le gala, l'avis de faillite officiel a été déposé. C'était dans tous les journaux économiques locaux. C'était une humiliation publique, exactement comme il l'avait craint. L'entreprise que lui et son père avaient bâtie allait être démantelée et vendue pour des miettes. Les vautours, il le savait, allaient tourner autour. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le plus grand vautour, Phoenix Holdings, c'était moi. Chloé et moi avons suivi la procédure depuis notre bureau, surveillant chaque dépôt, chaque avis juridique. Michael, mon avocat, s'occupait du processus d'appel d'offres. Tout était parfaitement légal, anonyme et impitoyable. « Tu es sûr de ça ?» me demanda Chloé un après-midi, alors que nous regardions la liste des actifs mis aux enchères. La liste comprenait le bâtiment de l'usine, les machines, les listes de clients, et même le nom et le logo de l'entreprise. C'est bien plus que de la justice poétique. C'est une prise de contrôle hostile de ta propre famille. J'ai regardé la liste, j'ai vu les machines que mon grand-père avait achetées, j'ai vu les noms de clients que mon père avait cultivés pendant des décennies, et je n'ai ressenti, pas rien. L'attachement émotionnel avait disparu. Je ne le voyais plus comme l'héritage de mon père. Je le voyais comme un actif mal géré avec un potentiel incroyable. Mon père l'a mené à la ruine parce qu'il ne pouvait pas lâcher le passé, dis-je. Il valorisait la tradition plus que l'innovation. Je ne vais pas faire la même erreur. Il ne s'agit plus de lui, Chloé. Il s'agit d'affaires. C'est un bon investissement. Et je ne suis pas mon père. Je sais comment le faire fonctionner. C'était vrai. J'avais passé les dernières semaines non seulement à planifier l'acquisition, mais aussi à créer un plan d'affaires complet pour réorganiser et moderniser complètement l'entreprise. Je la rebaptiserai, rationaliserai le processus de fabrication, investirai dans de nouvelles technologies et tirerai parti de notre réseau international pour ouvrir de nouveaux marchés. Je n'achetais pas seulement une épave. J'achetais les fondations pour construire quelque chose de mieux. La vente aux enchères s'est déroulée en ligne, un processus froid et impersonnel qui convenait parfaitement à mon humeur. Michael, agissant au nom de l'anonyme Phoenix Holdings, a placé des offres juste assez élevées pour gagner, mais assez basses pour être considérées comme une aubaine. Un par un, nous avons acquis chaque actif significatif. L'usine, l'équipement, la propriété intellectuelle. À la fin de la journée, pour une fraction de sa valeur antérieure, je possédais l'intégralité de l'œuvre de la vie de mon père. L'email de confirmation finale de Michael est arrivé. « Félicitations, Madame Flores », disait-il. « Vous êtes maintenant l'heureuse propriétaire de tout. Quelles sont vos instructions ?» Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville tentaculaire en contrebas. J'avais le pouvoir, j'avais l'argent, j'avais la victoire. La question était, qu'allais-je en faire ? La vengeance était une chose. Mais construire quelque chose de nouveau ? C'était un tout autre défi. Mon premier acte en tant que nouvelle propriétaire anonyme fut d'envoyer une lettre officielle, rédigée par un avocat, à mon père. Elle fut envoyée par coursier depuis le cabinet de Michael, adressée à son domicile. La lettre l'informait que les actifs de son ancienne entreprise avaient été rachetés par un groupe d'investissement privé appelé Phoenix Holdings. Elle poursuivait en indiquant que les nouveaux propriétaires avaient l'intention de restructurer et de relancer l'entreprise et que, en guise de bonne volonté et en reconnaissance de sa longue histoire avec la société,
Ils étaient prêts à lui offrir un poste. Ce n'était pas un poste de direction, ce n'était pas un rôle de consultant. C'était le poste de superviseur de l'atelier. Il serait chargé de superviser les opérations quotidiennes des machines, les mêmes machines qu'il avait autrefois possédées. Le salaire était juste, voire généreux pour le poste, mais la rétrogradation était absolue. C'était un geste soigneusement calibré, conçu pour être à la fois une insulte et une bouée de sauvetage. Je lui enlevais sa couronne, mais lui offrais un casque. Il devrait ravaler jusqu'à la dernière once de sa fierté pour l'accepter, mais cela lui donnerait un but, un revenu et un moyen de sortir du trou financier dans lequel il se trouvait. Chloé pensa que c'était un coup de génie. « Tu ne fais pas que le vaincre, » dit-elle en lisant le brouillon de la lettre. « Tu réécris toute sa réalité. Tu fais de lui un employé dans le royaume qu'il a autrefois gouverné. C'est shakespearien. » Je ne savais pas si c'était shakespearien, mais je savais que c'était nécessaire. Si j'avais simplement pris l'entreprise et l'avais chassé, il serait devenu un martyr aux yeux de la famille. L'histoire aurait été « La cruelle Maria a volé l'entreprise de son pauvre père ». Mais en lui offrant un travail respectable d'ouvrier, je retournais le scénario. S'il refusait, il était trop fier pour travailler. S'il acceptait, il reconnaissait mon pouvoir. Il était piégé. Pendant 2 semaines, je n'ai rien entendu. J'imaginais les débats angoissants qui se déroulaient dans la maison de mes parents. Ma mère, pratique et terrifiée, l'exhorterait à accepter. Sophia, horrifiée par la rétrogradation sociale, lui dirait que c'était indigne de lui. Et mon père, un homme dont toute l'identité était liée au fait d'être le patron, se débattrait avec une humiliation si profonde que je pouvais presque la goûter à des kilomètres de distance. Pendant ce temps, je commençais le travail silencieux de résurrection. J'ai fait appel à une équipe d'experts en efficacité, d'ingénieurs et de designers. Nous avons parcouru la vieille usine, un endroit que je n'avais visité que quelques fois dans mon enfance. C'était poussiéreux et archaïque, mais les fondations étaient bonnes. Les machines étaient vieilles mais solides. Le potentiel était énorme. Nous avons élaboré des plans pour moderniser la chaîne de production, numériser le système d'inventaire, lancer un nouveau site web élégant avec un portail de commerce électronique. La nouvelle entreprise s'appellerait Flores Legacy, un nom qui était à la fois un hommage et une ironie mordante. C'était mon héritage maintenant. Finalement, une mince enveloppe arriva à mon bureau, transmise par le cabinet de Michael. C'était une seule feuille de papier, une lettre d'acceptation formelle, signée de l'écriture tremblante et inconnue de mon père. Il avait accepté le poste. Il avait ravalé sa fierté. J'avais gagné. Le premier jour où je suis entrée dans l'usine en tant que nouvelle et véritable propriétaire était surréaliste. J'avais envoyé une note de service, signée par le conseil d'administration de Phoenix Holdings Anonyme, annonçant qu'un nouveau PDG arriverait pour superviser la transition. Le personnel restant, une équipe réduite qui avait survécu à la faillite, était rassemblé dans la salle de pause. Ils étaient nerveux, s'attendant à ce qu'un homme de main de l'entreprise vienne tous les licencier, et puis je suis entrée. J'ai vu mon père debout au fond de la salle, le visage pâle, les yeux fixés sur le sol. Il portait les simples vêtements de travail d'un superviseur d'atelier. Il ressemblait à un étranger. Je me suis tenue devant le petit groupe d'employés, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis présentée. « Bonjour » dis-je, ma voix ferme et claire. « Je m'appelle Maria Flores et je suis la nouvelle propriétaire et PDG de cette entreprise. » Le hoquet collectif dans la pièce fut audible, mais je ne les regardais pas. Je regardais mon père. Il leva lentement la tête, et nos regards se croisèrent à travers la pièce. Le choc, la honte, la confusion, tout était là. Mais en dessous, pour la première fois, je vis une lueur de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait terriblement à du respect. Les premiers mois, à la tête de Flores Legacy, furent les plus stimulants et les plus gratifiants de ma vie professionnelle. La tâche de transformer une relique moribonde du XXe siècle en une entreprise florissante du XXIe siècle était monumentale. Mais, contrairement à mon père, je n'avais pas peur du changement, et je n'avais pas peur de faire appel à des experts qui en savaient plus que moi. J'ai investi massivement dans la technologie, démantelant les vieux systèmes basés sur le papier pour les remplacer par un système ERP rationalisé et basé sur le cloud qui gérait tout, de l'inventaire à l'expédition internationale. Nous avons lancé un site web de vente directe aux consommateurs qui était propre, moderne et convivial, quelque chose que mon père avait toujours rejeté comme une mode passagère. J'ai également diversifié notre gamme de produits, utilisant ma connaissance du design et de l'histoire pour introduire de nouveaux produits inspirés par une esthétique classique, mais produits avec des techniques modernes. C'était une fusion de l'ancien et du nouveau, la chose même que mon père avait été incapable de réaliser. Ma relation avec mon père pendant cette période était bizarre et professionnelle à un degré presque absurde.
Nous ne parlions qu'à l'usine. J'étais Madame Flores. Il était Franck. Je lui donnais des directives et il les exécutait. Il ne remettait jamais mes décisions en question. Il ne donnait jamais son avis, à moins que je ne le lui demande directement. C'était un employé modèle, ponctuel, diligent et totalement vaincu. Il faisait son travail, et il le faisait bien. Il connaissait les machines mieux que quiconque, et son expertise à l'atelier était, je devais l'admettre, inestimable. Mais l'ancienne dynamique avait disparu, remplacée par cette étrange très formelle. Il n'y avait pas de dîner de famille, pas de vacances ensemble. Les lignes de communication avec ma mère et ma sœur restaient coupées. Je bâtissais mon empire, et elles vivaient dans les ruines du leur. Le véritable test est survenu environ 6 mois plus tard. Nous avons décroché un contrat massif avec un distributeur européen, un accord qui assurait la rentabilité de l'entreprise pour les 5 prochaines années et nous obligerait à doubler notre capacité de production. C'était une victoire immense, le genre d'accord que mon père, à son apogée, aurait célébré pendant des semaines. J'ai convoqué une réunion avec le personnel de direction, qui incluait mon père en tant que superviseur de l'atelier, pour annoncer la nouvelle et discuter de la logistique de la montée en puissance. En exposant le plan, détaillant le nouvel équipement que nous devrions acheter et le calendrier de 3 équipes que nous devrions mettre en place, je pouvais voir la lueur du vieux Franck, de l'ancien propriétaire d'entreprise, dans les yeux de mon père. Il était excité, il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était le monde qu'il connaissait. Après la réunion, alors que tout le monde sortait, il est resté en arrière. C'était la première fois qu'il le faisait. « Madame Flores, dit-il, la voix hésitante. « Maria. » Je m'arrêtai et me tournai pour lui faire face. « Oui, Franck ?»« C'était un bon contrat, dit-il, regardant la table de conférence, pas moi. Un très bon contrat. Le genre de contrat que j'ai toujours rêvé de conclure. »« C'en est un, acquiesçai-je, en gardant un ton neutre. C'est un tournant décisif pour l'entreprise. » Il me regarda enfin, et ses yeux étaient remplis d'une tempête complexe d'émotions, fierté, regret, et une tristesse profonde et douloureuse. « J'avais tort, dit-il, la voix épaisse. Sur toi. J'étais un vieil homme fier et stupide. J'ai laissé mon ego, ma peur d'être laissé pour compte, m'aveugler. Je le vois maintenant. Je vois ce que tu as construit, ici et avec ton autre entreprise. C'est incroyable. » C'étaient les excuses que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Et maintenant qu'elles étaient là, je ne savais pas comment réagir. La partie vengeresse de moi voulait dire « c'est trop tard ». Mais la personne qui se tenait devant moi n'était pas le patriarche puissant et méprisant que j'avais renversé. C'était juste un homme, humilié et brisé par ses propres erreurs, voyant enfin la vérité. « Tu m'as appris la valeur de la qualité, papa, dis-je, le mot « papa » sonnant étrange sur ma langue après si longtemps. Tu m'as appris qu'un produit doit être construit pour durer. J'ai juste ajouté un nouveau chapitre à l'histoire. C'est tout. » Il hocha la tête, une seule larme traçant un chemin à travers la crasse sur sa joue. « Ta grand-mère aurait été si fière de toi, murmura-t-il. » C'était une simple déclaration, mais c'était une offre de paix, une reconnaissance de la passion qu'il avait autrefois méprisée. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas un retour à la situation d'avant, c'était quelque chose de nouveau, un début fragile et timide. J'ai simplement hoché la tête, me suis retournée et suis retournée à mon bureau, le laissant debout dans le couloir. La guerre était terminée. La question maintenant était de savoir comment vivre en paix. Pendant que je bâtissais mon nouvel empire et forgeais une paix fragile et professionnelle avec mon père, le monde de Sophia et Marc implosait discrètement. Sans l'entreprise familiale pour soutenir leur style de vie, et avec mon père qui n'était plus une source de sécurité financière, leur vie de haut vol a commencé à paraître beaucoup moins durable. La bravade de Marc avait toujours été construite sur les fondations de la richesse discrète de mon père et du statut social qu'elle procurait. Une fois cela disparu, il n'était plus qu'un banquier de niveau intermédiaire avec une hypothèque coûteuse et un goût pour des choses qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Leurs problèmes ont commencé, comme si souvent, avec l'argent. J'ai appris par ma cousine que Marc avait fait une série d'investissements risqués et spéculatifs, essayant de faire rapidement fortune pour rivaliser avec la mienne. Il essayait de prouver qu'il était toujours le génie de la finance, l'intelligent. Mais il n'était pas un génie, il était un joueur. Et ses paris n'ont pas porté leurs fruits. Il a perdu une part importante de leurs économies, un fait qu'il a essayé de cacher à Sophia pendant des mois. Les fissures dans leur façade parfaite ont commencé à apparaître. Les voyages en Europe ont cessé. Les virées shopping de luxe ont pris fin. Sophia, qui avait bâti toute son identité sur le fait d'être l'épouse d'un homme riche, ne savait pas comment faire face à un budget qui se réduisait. Elle n'avait aucune compétence propre, aucune carrière sur laquelle se rabattre. Sa seule monnaie d'échange était le succès de son mari, et cette monnaie se dévaluait de jour en jour.
Leurs disputes sont devenues légendaires dans la famille. Ils se disputaient à propos de l'argent, du statut, de moi. Sophia, m'a-t-on dit, était obsédée par moi. Elle traquait les réseaux sociaux de mon entreprise, lisait des articles sur le succès d'Ethel, puis s'en prenait à Marc pour ne pas être capable de lui offrir la même chose. Elle ne pouvait pas accepter que mon succès ait été gagné par le travail et l'expertise, et non par la chance. Dans son esprit, j'avais volé la vie qui lui revenait de droit. Le coup de grâce est venu lorsque la banque de Marc a annoncé une vague de licenciements. Dans le nouveau climat économique plus austère, son département était en cours de réduction. Les banquiers tapent, l'œil, et preneurs de risques étaient mis à la porte. Les prudents et stables restaient. Marc, avec sa récente série de mauvais investissements personnels et sa réputation d'arrogance, fut l'un des premiers à être licencié. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans la famille. Marc, le Golden Boy, était au chômage. Sophia, la princesse, était maintenant l'épouse d'un chômeur. Ils ont dû vendre leur grande maison, celle avec la nouvelle aile dont ils s'étaient vantés, et déménager dans une location beaucoup plus petite, dans une banlieue moins à la mode. C'était une chute spectaculaire, rendue d'autant plus douloureuse qu'elle était publique. J'ai ressenti un sentiment sombre et satisfaisant de Schadenfreude, je ne mentirai pas. C'était la justice poétique dans sa forme la plus pure. Ils avaient passé des années à me juger sur la base de leurs valeurs matérialistes et étroites, et maintenant ces mêmes valeurs étaient la source de leur perte. Ils avaient construit leur maison sur du sable, et la marée était enfin montée. Je ne les ai jamais contactés, je n'ai jamais offert un mot de sympathie ni un dollar d'aide. C'était un gâchis de leur propre fait. Ils avaient semé le vent, et maintenant ils récoltaient la tempête. Ma mère, cependant, ne pouvait pas maintenir le silence. Elle m'a appelée un soir, la voix faible et lasse. « Sophia ne va pas bien, Maria, dit-elle. Marc cherche du travail, mais c'est difficile. Ils ont des difficultés. » Elle a demandé si tu envisagerais de donner un travail à Marc dans la nouvelle entreprise. J'ai failli éclater de rire. L'audace pure et absolue était à couper le souffle. Après tout ce qui s'était passé, ils me voyaient encore comme une ressource à exploiter, une solution à leurs problèmes. Non, dis-je, ma voix plate et définitive. Absolument pas. Mais c'est ton beau-frère, c'est la famille, s'écria-t-elle. Non, maman, dis-je, les mots sortant froids et clairs. C'est l'homme qui a qualifié l'œuvre de ma vie de cochonnerie et qui m'a offert un travail dans un centre d'appel. C'est l'homme qui s'est réjoui de la ruine de mon père. Il n'est pas de la famille. C'est un passif. Et je n'investis pas dans les passifs. J'ai raccroché le téléphone. Le cycle où il me sous-estimait, puis se tournait vers moi pour de l'aide, était maintenant, enfin, brisé pour de bon. 1 an après le gala, Flores Legacy était non seulement stable, mais aussi un leader reconnu dans son industrie. Nous avions créé de nouveaux emplois, revitalisé une communauté, et nos produits remportaient des prix de design. Mon père, à ma grande surprise, s'était épanoui dans son nouveau rôle. Libéré du stress de la propriété et de la prétention d'être le patron, il avait redécouvert son amour pour le métier lui-même. Il est devenu un mentor pour les jeunes travailleurs de l'atelier, leur enseignant les anciennes techniques, sa fierté étant désormais ancrée dans la qualité du travail et non dans la taille de son bureau. Notre relation s'était installée dans un rythme calme et respectueux. Nous prenions parfois le café ensemble à la salle de pause, parlant des plannings de production ou de la qualité d'un nouveau lot de matières premières. Nous ne parlions jamais du passé, de Sophia ou de ma mère. C'était une trêve tacite. Nous avions trouvé un moyen d'être dans la vie de l'autre, mais c'était une nouvelle vie, avec de nouvelles règles. L'ancienne famille avait disparu. Ethel, ma première entreprise, continuait de prospérer sous la brillante gestion quotidienne de Chloé, me permettant de me concentrer sur la stratégie globale des deux sociétés. Les boucles d'oreilles Starlight étaient devenues notre carte de visite, un symbole de notre expertise et de notre pouvoir sur le marché. Nous les avions prêtées au Metropolitan Museum of Art pour leur exposition sur la joaillerie du XXe siècle, une démarche qui a généré une presse internationale et cimenté notre réputation. J'étais heureuse. Sincèrement, paisiblement heureuse. C'était un bonheur calme et solide, pas le genre de bonheur bruyant et performatif que Sophia avait toujours recherché. C'était le bonheur d'une vie construite selon mes propres termes, d'un travail que j'aimais et de relations basées sur le respect mutuel. Un après-midi, j'ai reçu une invitation inattendue. C'était pour un petit dîner chez une tante éloignée, l'une des rares complices qui m'avait contactée après que la poussière soit retombée avec des excuses calmes et sincères. « J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, Maria », m'avait-elle dit au téléphone. « Je ne voulais juste pas faire de vagues, j'avais tort. » C'était un simple aveu, mais il signifiait beaucoup. Son invitation était pour une réunion de famille. « Juste quelques-uns d'entre nous », écrivait-elle. « Ton père et ta mère viennent. Et Sophia et Marc seront là. »
Je pense qu'il est temps que nous essayions tous d'être à nouveau dans la même pièce. Mon premier réflexe a été de refuser. Pourquoi m'infligerais-je cela? Je n'avais rien à leur dire, et je n'avais certainement pas besoin de leur validation, mais j'y ai réfléchi. Je n'étais plus la même personne qui s'était assise en silence à ces dîners pendant des années. Je n'avais plus peur d'eux. Leurs opinions n'avaient aucun pouvoir sur moi. Peut-être, pensais-je, était-il temps de clore le dernier chapitre. Pas pour eux, mais pour moi. Retourner sur les lieux du crime, non pas en tant que victime, mais en tant que vainqueur, et voir par moi-même ce qu'il en restait. J'ai décidé d'y aller. Et juste pour le plaisir, juste pour l'ironie délicieuse de la situation, j'ai décidé de porter les boucles d'oreilles. Entrer dans la maison de ma tante, c'était comme monter dans une machine à remonter le temps. Mais cette fois, c'était moi qui étais aux commandes. Le même groupe de membres de la famille était là, la même distribution de personnages. Mais toute la dynamique avait été irrévocablement modifiée. L'atmosphère était empreinte d'une politesse tendue et maladroite. Mon arrivée provoqua une onde de silence. Tous les yeux se tournèrent vers moi, puis immédiatement vers l'éclat familier et brillant à mes oreilles. Les boucles d'oreilles Starlight n'étaient plus une arme secrète. Elles étaient une évidence, un symbole indéniable du nouvel ordre mondial. Sophia et Marc étaient assis sur un canapé dans un coin, l'air petit et diminué. Sophia avait pris du poids et son visage était bouffi. Elle portait une robe simple et bon marché, bien loin de son armure de paillettes habituelle. Marc avait l'air fatigué et gris. Il fixait ses mains, évitant le contact visuel avec tout le monde. Ils ressemblaient à des fantômes hantant le souvenir de leur vie antérieure. Ma mère se précipita vers moi, le visage ravagé par l'anxiété. « Maria, merci d'être venue, » murmura-t-elle, ses yeux me suppliant d'être miséricordieuse. « S'il te plaît, passons juste une bonne soirée tranquille. » Je lui fis un petit sourire crispé. « Ça dépend d'eux, n'est-ce pas ?» dis-je, en hochant la tête vers le canapé. Mon père était là, debout avec mon oncle. Il me vit les boucles d'oreilles, et fit un lent signe de tête presque imperceptible. C'était un regard de reconnaissance. Il savait ce que je faisais. Il comprenait le jeu de pouvoir. Il n'approuvait pas, mais il comprenait. Le dîner fut une affaire péniblement guindée. La conversation n'était que bavardage sans danger et triviaux sur le temps, le sport, une nouvelle émission à la télévision. Tout le monde évitait désespérément l'énorme éléphant de diamants et de saphirs dans la pièce. Sophia et Marc ne dirent rien, picorant leur nourriture en silence. Le couple vibrant, arrogant et bavard qui avait autrefois dominé toutes les réunions de famille était maintenant muet. Ce fut ma tante qui brisa finalement la tension. C'était une femme gentille, mais pas subtile. « Eh bien, Maria, dit-elle, la voix un peu trop forte. C'est tellement merveilleux de te voir si bien. Nous sommes tous incroyablement fiers de tout ce que tu as accompli, tant avec Flores Legacy qu'avec ton autre entreprise incroyable. » C'était une grenade conversationnelle, lancée en plein milieu de la table. Sophia tressaillit. La tête de Marc s'enfonça encore plus bas. Ma mère avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Sophia leva enfin les yeux, ses yeux, cerclés de rouge, et pleins d'un feu amer, et pleins de ressentiment, se posant sur les miens. « Ça doit être agréable, » dit-elle, sa voix un sifflement bas et tremblant. « D'avoir tout ce que tu as toujours voulu, de construire ton succès sur les ruines de ta propre famille. » L'ancienne Maria se serait dérobée face à l'accusation. L'ancienne Maria aurait ressenti une pointe de culpabilité. Mais la nouvelle Maria prit simplement une gorgée de vin calme. Je posai le verre et regardai ma sœur, non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié clinique. « Tu as tort, Sophia, » dis-je, ma voix égale et douce. Ce qui, je le savais, serait plus exaspérant que de crier. Je n'ai pas construit mon succès sur les ruines de la famille. La famille était déjà en ruine bien avant que je ne fasse quoi que ce soit. Elle a été ruinée par l'orgueil, par l'arrogance, par un refus de voir le monde tel qu'il est au lieu de comment vous le vouliez. Elle a été ruinée par des gens qui valorisaient les noms de marque plus que le caractère, et qui pensaient que juger les autres les rendait plus grands. Je laissai mon regard dériver vers Marc, qui refusait toujours de me regarder. Mon succès n'a pas été construit sur votre échec. Mon succès a été construit pendant que vous étiez tous occupés à en parler. Il a été construit avec un travail acharné, de l'expertise et une passion pour quelque chose de réel. Quelque chose que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre, ni même de demander. Je regardai alors de nouveau Sophia. La seule chose que j'ai prise des ruines, dis-je, c'est l'opportunité de construire quelque chose de mieux, et je l'ai fait. Si ça te dérange, je te suggère d'essayer de construire quelque chose par toi-même. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on arrête de démolir les autres. Le silence qui suivit fut absolu. Je n'avais pas élevé la voix, je ne l'avais pas insulté, j'avais simplement dit la vérité. Et c'était plus dévastateur que n'importe quelle insulte aurait pu l'être. Le visage de Sophia se décomposa. Elle repoussa sa chaise, se leva et s'enfuit de la pièce,
un sanglot étranglé s'échappant de ses lèvres. Marc, après un moment d'hésitation, se leva et la suivit, un homme suivant docilement sa reine en exil. La guerre était enfin, véritablement, terminée, et je n'avais pas eu à tirer un seul coup de feu. Le dîner s'est terminé peu après le départ spectaculaire de Sophia et Marc. Les membres restants de la famille, ma tante, mes oncles, mes parents, furent laissés dans un silence gêné et stupéfait. Personne ne savait quoi dire. Je n'avais pas été la méchante qu'ils auraient pu secrètement craindre, ni la sauveuse magnanime qu'ils auraient pu espérer. J'avais simplement été honnête, et mon honnêteté avait agi comme un miroir, forçant tout le monde à voir la dernière décennie pour ce qu'elle était vraiment. C'était inconfortable, mais c'était aussi, d'une manière étrange, un soulagement. Les mensonges et les faux-semblants avaient finalement disparu. Au moment de partir, ma mère m'a attrapée à la porte. « Était-ce nécessaire, Maria ?» demanda-t-elle la voix lasse. « D'être si directe ?» « Oui, dis-je, sans hésitation. Ça l'était. Pendant 10 ans, j'ai été l'amortisseur silencieux de la famille. J'ai absorbé tout le jugement, toute la condescendance, toute la pitié. Je l'ai fait pour maintenir la paix. Mais ce n'était pas la paix, maman. C'était une trêve dysfonctionnelle et unilatérale qui me tuait à petit feu. Ce soir, il ne s'agissait pas d'être direct. Il s'agissait de refuser de jouer ce rôle à nouveau. Je pouvais voir une lueur de compréhension dans ses yeux, mêlée à l'habitude profonde et enracinée de vouloir aplanir les choses. Elle était une complice, non par méchanceté, mais par une peur profonde du conflit. Elle avait passé toute sa vie à privilégier une harmonie fragile et artificielle plutôt que des vérités difficiles. « Ton père, il est différent maintenant, » dit-elle, changeant de sujet. Le travail lui a fait du bien, il semble, plus calme. « C'est un bon employé, » dis-je, les mots cliniques mais vrais. Il respecte le travail. Nous savions toutes les deux que nous parlions de plus que de l'usine. Nous parlions de respect pour moi. J'ai quitté la fête et suis rentrée chez moi, ressentant un sentiment de clôture profonde et finale. Les fantômes du passé avaient été affrontés et, sinon entièrement exorcisés, du moins remis à leur juste place. Ils n'avaient plus le pouvoir de me hanter. Le lendemain, je suis retournée au travail. Il y avait des commandes à honorer, des clients à appeler et une entreprise à diriger. Ma vie n'était plus définie par le drame de ma famille. Elle était définie par mes propres actions, mes propres ambitions et mes propres créations. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une courte lettre manuscrite par la poste. L'adresse de l'expéditeur était celle de la petite maison de location en banlieue. C'était de Marc. J'ai failli la jeter, mais ma curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte. La lettre ne contenait que quelques phrases. Ce n'étaient pas des excuses, pas dans le sens où la plupart des gens le définiraient. C'était une confession. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, » écrivait-il, sur le fait de construire quelque chose. Pendant des années, j'ai pensé que mon travail consistait à gérer de l'argent, mais je vois maintenant que je ne faisais que gérer les apparences. Je n'ai jamais rien construit. J'ai juste déplacé des chiffres. Je t'ai sous-estimé. C'était une erreur commerciale fatale. Tu avais raison sur tout. Je repars de zéro. Je retourne à l'école pour obtenir un diplôme professionnel. Je vais apprendre à construire des choses avec mes mains. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je voulais juste que tu le saches. C'était la chose la plus honnête que j'ai jamais entendue de sa part. C'était une reddition, une reconnaissance que toute sa vision du monde avait été erronée. Ce n'était pas une demande d'emploi ou de pardon. C'était simplement un constat. J'ai lu la lettre, l'ai pliée et l'ai rangée. C'était un épilogue inattendu à son histoire, et peut être le début d'une meilleure pour lui. J'ai découvert, à ma surprise, que j'espérais qu'il réussirait. Pas pour moi, ni pour Sophia, mais pour lui. Tout le monde mérite une chance de construire quelque chose de réel. La vie s'est installée dans un nouveau rythme, paisible et productif. Flores Legacy est devenu un modèle de fabrication moderne, et mon père a continué d'être un membre apprécié et respecté de l'équipe. Notre relation est restée professionnelle, mais une chaleur discrète avait commencé à s'infiltrer dans les fissures. Nous avons commencé à déjeuner ensemble une fois par semaine à la cantine de l'usine, parlant du commerce. Il racontait des histoires sur mon grand-père, sur les débuts de l'entreprise, et je lui parlais de mes voyages pour Ethel, de l'histoire des pièces que j'acquérais. Nous étions deux experts dans nos domaines, apprenant enfin l'un de l'autre. Il ne m'a jamais demandé d'argent pour lui ou pour ma mère, et je n'en ai jamais offert. Le travail que je lui ai donné était suffisant. Il lui avait rendu sa dignité, non pas en tant que propriétaire, mais en tant qu'artisan, et c'était, réalisais-je, ce qu'il avait vraiment perdu. Ma mère, lentement, a commencé à construire un pont. Ses appels sont devenus moins axés sur la culpabilité et plus sur un intérêt sincère pour ma vie. Elle posait des questions sur mon travail, sur Chloé, sur mon bonheur.
Elle a cessé de mentionner Sophia. C'était sa façon de respecter la nouvelle limite que j'avais tracée. Ce n'était pas parfait, mais c'était un progrès. C'était une relation qui se reconstruisait sur de nouvelles bases d'honnêteté. Quant à Ethel, elle a atteint des sommets que je n'avais même jamais imaginés. Notre nom est devenu synonyme de qualité, de confiance et d'expertise inégalée. Nous avons ouvert un petit showroom sur rendez-vous à New York, un espace magnifique et discret où nos clients les plus précieux pouvaient voir les pièces en personne. Chloé et moi formions une équipe de choc, deux femmes qui avaient bâti un empire sur une passion commune et une amitié profonde et durable. Un jour, Chloé et moi prenions un café dans mon bureau, examinant les plans du nouveau showroom. « Tu sais, » dit-elle, me regardant par-dessus le bord de sa tasse. « Je pensais à ce premier jour où je suis venue dans ton appartement, celui avec le tour à polir à côté de la cafetière. » J'ai souri à ce souvenir. « Quel bazar !»« Non, » dit-elle, son expression sérieuse. « C'était un creuset. Tu forgeais quelque chose là-dedans. Je ne pense même pas que tu savais à quel point ça allait devenir puissant. Est-ce que ça te manque parfois? Le secret? L'anonymat? » J'y ai réfléchi un instant. J'ai pensé aux nuits tranquilles de recherche, aux frissons de la chasse, à la blague privée de ma double vie. Parfois, ai-je admis, la simplicité me manque. Mais la raison pour laquelle je le faisais ne me manque pas. Devoir cacher qui j'étais pour me protéger des personnes qui étaient censées m'aimer le plus ne me manque pas. J'ai regardé autour de mon bureau, les plans de notre expansion à New York, le dernier journal de l'industrie sur mon bureau avec un article de fond sur Ethel. J'ai pensé aux signes de tête respectueux de mon père à l'usine, à l'intérêt sincère dans la voix de ma mère, à la lettre de Marc avouant son échec. J'avais fait plus que gagner une guerre. J'avais changé le paysage même de ma vie. Les boucles d'oreilles Starlight étaient maintenant logées dans une vitrine sur mesure dans notre nouveau showroom, la pièce maîtresse de notre collection. Elles n'étaient plus mon armure personnelle. Elles avaient fait leur travail. Maintenant, elles étaient redevenues ce qu'elles avaient toujours été, une pièce d'histoire d'une beauté à couper le souffle, un témoignage d'art et d'endurance. Je n'avais plus besoin de les porter. Mon propre succès, ma propre tranquillité d'esprit, était le seul bijou dont j'avais besoin. J'étais devenue ma propre justification. Quelques années ont passé depuis ce dernier et fatidique dîner. Le monde a continué de tourner, et les vies de toutes les personnes impliquées ont continué d'évoluer. Flore Legacy est maintenant une entreprise internationale. Mon père a pris sa retraite l'année dernière, et à sa fête de départ, organisée par les employés qu'il avait encadrés, il a prononcé un discours. Il n'a pas parlé de profit ou de part de marché, il a parlé de la fierté de bien faire quelque chose, et il a parlé de sa fille, qui avait vu l'avenir et avait eu le courage de le construire. C'était à sa manière un passage de flambeau public et une reconnaissance finale et réparatrice de mon parcours. Lui et ma mère mènent maintenant une vie tranquille, leur relation avec moi s'étant installée dans une distance confortable et respectueuse. Nous nous voyons pour les grandes fêtes, et les conversations sont agréables et réelles. Les anciennes tensions ont disparu, remplacées par une compréhension partagée de tout ce qui a été perdu et de tout ce qui a été, étonnamment, gagné. J'ai appris par ma tante que Sophia et Marc ont, en effet, recommencé à zéro. Marc a obtenu son diplôme professionnel et dirige maintenant une petite mais respectée entreprise d'ébénisterie sur mesure. Il construit des choses avec ses mains, des choses réelles et tangibles. Sophia, forcée de faire face à une vie sans le filet de sécurité de l'argent familial ou d'un mari de haut vol, a repris ses études et est devenue parajuriste. Ils sont, de l'avis de tous, juste un couple normal de la classe moyenne, leurs jours de faste et de glamour un lointain souvenir. Je ne leur ai plus jamais parlé, et je suis en paix avec cela. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Quant à moi, ma vie est pleine et riche de manière que je n'aurais jamais pu imaginer toutes ces années auparavant dans mon petit appartement. Ethel est devenue plus qu'une entreprise. C'est un héritage de célébration et de préservation des histoires du passé. Chloé reste ma partenaire et mon amie la plus proche, l'allié qui a vu mon potentiel quand personne d'autre ne le voyait. Ma propre histoire, celle que je vous raconte en ce moment, est devenue une sorte de mythe fondateur pour moi. C'est un rappel de mes origines et du pouvoir que l'on peut trouver en étant sous-estimé. Elle m'a appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on construit. Elle m'a appris que parfois, la chose la plus émancipatrice que l'on puisse faire est d'arrêter d'attendre que les autres voient votre valeur et de simplement, et sans excuse, la revendiquer pour vous-même. Parfois, quand je suis dans notre showroom de New York, je me tiens devant la vitrine qui abrite les boucles d'oreilles Starlight. Elles scintillent toujours de ce même feu froid et brillant. Elles sont le rappel d'un tournant, d'une bataille gagnée. Mais elles sont aussi un rappel que les choses les plus précieuses dans la vie, le respect, l'indépendance et la paix, sont celles que l'on ne peut pas acheter. Il faut les mériter.
Il faut se battre pour elles. Et une fois que vous les avez, elles brillent plus fort que n'importe quel diamant.